Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Alors voilà, nous sommes toujours en contact avec toi directement depuis Donetsk. C'est le 15e SITREP et nous sommes le 19 novembre. Et hélas, les chiffres sont hallucinants. Ouais, C'est les qualificatifs manquent pour dire à quel point on a dépassé le stade du foutage de gueule, je crois, excusez-moi du terme qui est assez trivial, mais qui à mon oui, avis non, est là, un... Voilà, le plus incroyable, c'est qu'il n'y a pas de réaction, on va dire, internationale forte, on va dire, en dehors de la Russie qui commence un peu à taper du poing sur la table. Mais voilà, à côté des garants des accords de Minsk, c'est le silence le plus total, y compris dans les médias occidentaux, et ce alors que durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé 6467 fois le cessez-le-feu, soit 26% par rapport à la semaine passée, et on a doublé en 2 semaines de nouveau. Donc là, rien que les 2 premières semaines de novembre, on a presque atteint les chiffres les plus hauts qu'on avait atteints pendant l'été. Donc on va battre le record là. Pour novembre, c'est sûr, on va battre. Là, novembre aura été le pire mois de l'année 2016. Là, ça devient de la folie là. Et on constate. Enfin là, en 2 semaines, on doit être à plus de 12 000 bombardements. Enfin, à un moment, on constate la même recrudescence de violence. En Syrie, comme par hasard, hein, sur les deux théâtres d'opérations liés à la Russie. Donc voilà, sur ce total, on a eu 2795 violations du cessez-le-feu faites avec des armes lourdes interdites par les accords de Minsk, soit 43% des bombardements, donc là c'est un peu moins que la semaine dernière. Ces tirs ont concerné 26 localités de la République, mais il faut y ajouter les 1510 tirs des dernières 24 heures. Voilà, donc là, on a fait en une journée l'équivalent de la moitié de la semaine d'il y a 2 semaines, quoi. C'est il y a 15 jours. Ça compense largement la baisse relative des tirs d'avant-hier. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une baisse, en fait, après, il remultiplie quasiment par 3 ou par 4 le nombre de bombardements. Donc en fait, ces baisses sont liées, à mon avis, à la réorganisation de l'artillerie. Donc pour éviter que nos tirs ne dézinguent en fait leurs pièces, ils les bougent un jour sur 2, quoi. Donc ils les déplacent, ils tirent à fond comme des fondus, et puis le lendemain ils rebougent les pièces. C'est ça l'idée. C'est n'importe quoi. Et donc sur ces 1510 tirs, on a eu presque 530 obus de mortier et d'artillerie lourde tirés la nuit dernière de 18h à 3h du matin. Ils ont été déchaînés. Et là ce soir, ils ont recommencé à tirer déjà même en journée. Ils ont commencé de nouveau à tirer lourdement à peine 17h passées. Donc dès que la nuit est tombée... mais maintenant, ils attendent même plus, hein, ils tirent même en plein jour. Donc, sur les dernières 24 heures, en tout, il y a eu 697 obus de mortier et d'artillerie tirés, donc à peu près de la moitié des 1510 tirs. Bon, sans compter bien sûr tous les tirs aux lance-grenades, véhicules de combat d'infanterie et armes légères. Sur les zones de Spartak et de Yassinovataya la nuit dernière, ils sont déjà mangés à eux seuls 114 obus de mortier et d'artillerie. Donc un bon quart des obus tombés la nuit dernière sont tombés juste sur ces 2 localités. C'est pour ça qu'on entendait très très bien. Et les tirs sur Yassinovataya et sur le sud de la République populaire de Donetsk, où nous nous sommes rendus le week-end dernier, là ils ont commencé dès le milieu d'après-midi, dès 15h. C'est consternant. Voilà. Les tirs intensifs de la nuit dernière donc ont principalement visé les localités de Trudovski, Alexandrovka, Staromikhaïlovka, qui sont donc à l'ouest sud-ouest de Donetsk, Novolaspa dans le district de Telmanovski, Shirokaya Balka près de Gorlovka, l'aéroport de Donetsk, la zone industrielle près de Yassinovataya, les villages de Spartak, de Sakhanka, de Bezimienoye, Kominternovo et Leninskoye dans le sud du pays, donc où nous nous étions rendus. Donc on continue. Hein, C'est du pur délire.
Là, ça s'arrête plus. Ils sont en mode escalade continue, donc je pense qu'à un moment, ça va leur péter à la gueule. Il ne faudra pas qu'ils viennent pleurer. Hein. Ces bombardements de la semaine ont fait 5 morts, dont un civil, et 6 blessés, dont un civil aussi. Et ils ont endommagé ou détruit une trentaine d'habitations. L'armée ukrainienne a aussi délibérément endommagé des lignes électriques et des gazoducs à l'aide de drones. 11 ont été repérés. Sur l'ensemble de la semaine, plusieurs ont été abattus et montrés par Édouard Bassourine lors de ses rapports de situation. Un des drones qui sont utilisés pour corriger les tirs d'artillerie. Et donc avant-hier, c'est sur l'hôpital du quartier de Oktyabrski que l'armée ukrainienne a tiré à coups de mortier en plein jour. Donc nous nous sommes rendus sur place avec ma collègue Katia de Newsfront juste 1h30 après et donc on a pu constater de superbes trous de mortier en plein sur le territoire de l'hôpital, heureusement sans faire de blessés. On a eu une chance folle, hein. Donc là il n'y a plus rien qui les arrête, quoi. Enfin, tout y va. Oui, avec les drones en plus, ils peuvent pas dire que ils avaient fait une erreur de tir. Hein. Là, c'est... Et non, là, Oktyabrski, il n'y a pas de position de l'armée de la République populaire de Donetsk à cet endroit-là. L'endroit où ils ont tiré, en plus, était à peine à une centaine de mètres de là où on s'était rendu dans ce même quartier avec le groupe de visiteurs français. Ah oui. Ah bah d'accord. Voilà. Donc, oui, effectivement, oui. Là, on est à peine à 100 mètres du mémorial dédié aux victimes civiles du district d'Oktyabrski qui ont été tuées par l'armée ukrainienne. 100 mètres. Hein. D'accord. Ouais. Voilà. Même aucune morale. C'est... Et puis là, je crois qu'il n'y a plus de qualificatif. Oui, ça laisse sans voix. Si ce n'est qu'on peut constater qu'il y a une ressemblance effroyable avec le début des opérations de l'Allemagne nazie dans le secteur à l'époque et puis ce qui s'y passe aujourd'hui, quoi. Oui, d'ailleurs il y a un petit film là qui est sorti, un petit court-métrage qui s'appelle La leçon non apprise 41-14, qui fait un parallèle justement entre l'attaque de Donetsk en 1941 par l'armée allemande et l'attaque de la ville par l'armée ukrainienne en 2014, à travers le parallèle de l'école numéro 1 qui a été bombardée dans les deux cas. C'est un petit film qui a été fait sur un mode un peu fantastique, avec une discussion entre l'un des élèves de l'école actuelle qui est resté coincé dans sa classe parce que le bombardement a bloqué la porte, il a pas eu le temps de sortir et d'aller rejoindre l'abri, et un petit garçon de 1941 qui lui aussi est coincé dans l'école parce qu'elle est entourée par l'armée nazie. Et donc c'est un petit film qui était assez intéressant pour ce parallèle qui a été fait entre les deux conflits qui concernent la même région et au final presque le même ennemi. Il y a juste la nationalité qui change, quoi. Ouais. Ça devrait sauter aux yeux des dirigeants politiques occidentaux, hein, qui se targuent d'avoir des connaissances et des diplômes et de hautes études dans leur cursus, mais on constate qu'en réalité, soit ce cursus-là, ces cursus-là ne leur servent à rien. Soit ils ont un sacré paquet de merde dans les yeux. Ou tout simplement, hélas, plus probablement, une complicité au minimum passive, en sachant très bien qui ils soutiennent. Oui, c'est plus qu'une complicité passive là. Voilà, les services de renseignement occidentaux savent très bien que les gens qui se battent, ils se battent pas, puisque en fait en face il y a c'est des positions passives quelque part, hein, on supporte. Oui, c'est purement défensif, il n'y a pas d'attaque de notre côté. Voilà. Par contre, côté ukrainien, ça continue. Et d'ailleurs, ils ont amené 2 nouvelles armes sur le front, de nouveau en violation des accords de Minsk.
Donc les services de renseignement de la République populaire de Donetsk ont détecté près de Gorlovka une division de lance-roquettes multiples Grad, une batterie de mortiers de 120 mm et une compagnie de soldats. Près de Donetsk, un peloton de canons automoteurs Giatsint de 152 mm, deux batteries de mortiers de 120 mm, un peloton d'obusiers D30, un peloton de chars d'assaut, une compagnie mécanisée et une compagnie de soldats. Près de Mariupol, une batterie de canons automoteur Akatia de 152 mm, un peloton de canons automoteur Jasin B de 152 mm, une batterie de canons automoteur Gvozdika de 122 mm, deux batteries de mortiers de 120 mm, un peloton d'obusiers D30, un peloton de chars d'assaut et une compagnie de soldats du régiment Azov. Suite à cette accumulation, et toujours les mêmes, comme par même hasard, salopard, voilà. Bah oui. Suite à cette accumulation, Edor Bassourine a appelé l'OSCE à enregistrer ces violations et à prendre des actions pour obliger la partie ukrainienne à mettre en œuvre les accords de Minsk en ce qui concerne le retrait des armes lourdes de la ligne de front. L'OSCE, toujours aux abonnés absents, hier à 10h15, leur voiture était toujours fièrement stationnée sur le parking de leur hôtel. Voilà, ça avait bombardé lourdement la veille. Mais ils n'étaient pas sur le terrain, quoi. Ils organisent peut-être un petit concours interne de belote. Ouais, ou alors ils se pochetronnent la gueule au banana. Parce qu'ils ont l'air d'y avoir leur quartier dans ce bar. Ils ont l'air d'y passer du bon temps, beaucoup de bon temps. Et du bon temps qui nous coûte cher et qui sert à rien. Hein. Voilà. Si ce n'est qui sert surtout... On les paye une fortune, ces gens-là, pour aller se pinter au café du coin. Bon, il y en a quand même quelques-uns qui font plus ou moins leur boulot, puisque côté ukrainien, les observateurs de l'OSCE ont enregistré l'absence de 147 pièces d'armement lourd dans les zones de stockage prévues. Une liste qui comprend 33 obusiers D30 de 122 mm, 16 canons anti-chars Rapira de 100 mm, 55 chars d'assaut, 24 lance-roquettes multiples BM 21 Grad, 102 canons automoteurs de 152 et 122 mm, 35 mortiers de 120 et 82 mm, 23 obusiers D20 de 152 mm, 18 BMP, 12 lance-roquettes multiples Ouragan, 24 obusiers MSTAB de 152 mm, 4 lance-roquettes anti-chars Ossa de 90 mm et un lance-roquette anti-char Fagot. Voilà. On sait où ils sont sur le front. Ouais, voilà. C'est pas du matériel de jardin hein, quand même. Hein. Non, pas vraiment, non. Ou alors il y en a qui ont des méthodes de jardinage un petit peu particulières. Mais parce que ça, c'est pas du labourage en surface. Hein. Non, non, pas vraiment. Hein. Voilà. Non. Bon, enfin, c'est hallucinant, c'est consternant. C'est consternant. Oui. Et d'ailleurs, si on regarde la situation politique du point de vue des accords de Minsk, malgré les discussions téléphoniques entre M. Hérault et Lavrov et un accord de leur part sur le fait qu'il faut mettre en œuvre les accords de Minsk, on ne voit aucune amélioration sur le terrain, ni lors des groupes de contact à Minsk. La situation est complètement enlisée. Une situation qui a poussé le représentant de la Russie à l'OSCE, Alexander Loukachevitch, à hausser le ton et à exiger que Kiev mette en œuvre les accords de Minsk maintenant et arrête de trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour les saboter et pour ne rien faire. Voilà. Oui, ça s'appelle une menace induite, parce que les accords. Les accords de Minsk avaient été prolongés jusqu'au 31 décembre 2016. Là, si ça continue comme ça, je pense que va se poser la question de savoir si on prolonge ou pas. Oui, ne serait-ce que même déjà d'y arriver. Jusqu'au 31 décembre, parce que le niveau de bombardement qui est atteint dans le Donbass, c'est absolument énorme. Hein. Ça devient de la folie. Il y a un moment donné, il y aura une limite où il va se passer on arrive proche de la rupture, je dirais, parce que l'armée du Donbass a déjà réagi la semaine dernière. Hein. Là il continue, de toute façon on répond à ces bombardements, d'où le fait justement à mon avis qu'ils déplacent de plus en plus leurs pièces d'artillerie, d'où ces accalmies temporaires un jour sur deux, mais je pense qu'à un moment là ça sera beaucoup plus massif, la réponse risque d'être beaucoup plus massive et décisive. Oui, Bassourine, lors de son site web hebdomadaire, a bien rappelé que l'armée de la République populaire de Donetsk respectait les accords de Minsk, mais que, à un moment, ça risquait de assez mal se terminer pour l'armée ukrainienne s'ils attaquaient, parce que là, ils se feraient repousser assez violemment.
La situation politique étant totalement bloquée, ça amène de plus en plus de personnes, y compris en dehors du monde russe, à proposer une scission pure et simple de l'Ukraine comme solution à ce conflit fratricide. Donc on en avait déjà parlé avec des interviews comme celle de Oleg Tsaryov pendant l'été, à la fin de l'été, d'autres personnalités, principalement du monde russe ou ukrainien qui avaient parlé de cette possibilité. Maintenant, ça sort en fait du monde russe ou ukrainien, puisque l'ex-commandant de l'armée finlandaise, le général Gustav Hägglund, a déclaré lors d'une interview espérer que Vladimir Poutine et Donald Trump pourront s'entendre pour résoudre le conflit dans le Donbass, et a proposé pour ce faire de couper l'Ukraine en deux. Ouais. Voilà. Donc même au sein des pays européens, on commence à voir cette idée d'une scission de l'Ukraine qui commence à faire son chemin. Donc je pense que c'est pas fortuit. Non, mais le problème c'est qu'une fois que c'est commencé, ça va avoir des conséquences très très importantes sur l'Ukraine. Ça sera, à mon avis, ça ne concernera pas que le Donbass, puisqu'il y a beaucoup de populations dans tout le sud-est, voilà. Comme on avait dit la semaine dernière, ceux qui sont proches de la frontière criméenne, tout à fait. qui avaient remercié la Russie pour la fourniture de gaz pour leur permettre de se chauffer. On voit que la situation, elle dégénère en Ukraine, et le problème, c'est que ça devient de pire en pire pour ses voisins. Ainsi, le président de la Biélorussie, Alexander Loukachenko, s'est plaint que l'instabilité en Ukraine augmentait considérablement le trafic d'armes sur le territoire de son pays, l'obligeant à renforcer la sécurité et les vérifications de passagers, des armes ayant été trouvées même à la gare de Minsk. Ouais. Donc là, tu as un trafic qui est en train d'avoir lieu à travers la Biélorussie, et la Biélorussie, ça lui plaît pas du tout. Et donc là, ils veulent enrayer ce phénomène au plus vite. Mais ça oblige à mettre des moyens, et donc le président biélorusse est pas du tout content. Il a d'ailleurs dit que lui était vraiment prêt à ce que la Biélorussie aide à mettre en place une solution pacifique. Il a réitéré cela auprès des dirigeants occidentaux, et il a clairement dit qu'il n'a pas reçu de réponse, et que ça montre bien que l'Occident n'a aucune volonté de résoudre pacifiquement le conflit du Donbass. Voilà, oui. C'est une complicité plus que passive dans cette escalade qui va tôt ou tard, à mon avis plutôt tôt que tard d'ailleurs, déboucher sur un affrontement généralisé, parce que je vois pas comment les choses pourraient aller dans une autre direction. Les gens font la sourde oreille dans les instances dirigeantes occidentales. Aux injonctions tout à fait légitimes de la Russie. Oui, et ce alors qu'en plus en Moldavie, en Bulgarie, ce sont des présidents pro-russes qui ont été élus la semaine passée. Les deux ont d'ailleurs déclaré que la Crimée est russe, et le président bulgare a appelé à la levée des sanctions contre la Russie, de quoi affoler de plus en plus Kiev, ce qui à mon avis explique aussi cette escalade. Si on regarde aussi l'évolution générale de la situation en Ukraine, l'anniversaire du Maïdan promet d'être chaud. Donc le 21 novembre, lundi, des manifestations de secteur droit et de l'OUN sont prévues à Kiev, en plus des manifestations qui ont déjà lieu de plus en plus, entre autres de la part des déposants qui ont été floués, des gens qui réclament comme un Zaporozhye de recevoir leur salaire, parce que il y a plein de gens qui de plus en plus sont payés au lance-pierre. Timoshenko qui appelle à renverser le gouvernement actuel, et ce alors qu'un sondage récent indique que 84% des Ukrainiens voteraient pour Vladimir Poutine comme président. Bon. Ouais. Je crois que le mythe de l'agresseur russe, là, il vient de se prendre un gros plomb dans la tronche, là. Oui. Et à peine 1% voterait pour Poroshenko. Bon, là, il a vaincu Mimolek, là. Il a battu Mimolek, là. C'est bon. C'est monsieur 1%. Donc ce regain de tension à Kiev explique très certainement une bonne partie du regain de tension ici sur le front. Les autorités ukrainiennes essayant à la fois de distraire la population et d'occuper les bataillons spéciaux sur le front pour éviter qu'ils ne descendent tous dans les rues de Kiev. Voilà. Pendant qu'ils sont en train de bombarder ici, ils sont pas en train de destituer Poroshenko. C'est quand même gravement cynique, parce que c'est une évidence qu'ils en sont à ce point-là
de souhaiter que les néo-nazis sur le terrain s'occupent plus d'assassiner des civils sous les bombes dans le Donbass que de venir remettre en question un pouvoir politique qui de toute façon est délégitimé depuis très longtemps. Il est légitime dès le départ, puisque la destitution de Yanukovych n'a pas été faite en accord avec la constitution ukrainienne. Donc la destitution de Yanukovych est déjà illégitime en elle-même, donc l'élection de Poroshenko est totalement illégitime. Le président légitime de l'Ukraine est toujours Yanukovych. Hein, c'est une question de droit. Hein, c'est de la base. La situation en Ukraine va pas s'arranger, alors qu'après l'élection de Trump, l'Ukraine ne sait plus sur quel pied danser. Hein, Obama a l'air de vouloir mettre de l'huile sur le feu. Trump, lui, a l'air de plutôt vouloir s'accorder avec la Russie, si on regarde qui il a pris comme conseiller pour la sécurité nationale. Et on a appris que les enquêteurs du FBI et de la CIA qui étaient présents à Kiev en sont partis. Donc ça laisse courir beaucoup de rumeurs sur le fait que les USA seraient en fait en train de lâcher l'Ukraine. Ou de protéger ses officiers d'un éventuel... Un gros dérapage pas contrôlé du tout. Oui, je pense qu'il y a des chances pour que ça aille dans cette direction-là, puisque, à mon avis, l'option minage de terrain de Trump contre Trump par Obama m'apparaît de plus en plus évident. Hein, voilà, c'est de lui laisser... lui laisser un gros merdier au moment de son investiture. Mais bon, de plus en plus, ça commence à se fissurer dans tous les coins, puisqu'à l'ONU, en tout 32 pays, dont la Biélorussie, la Chine, l'Iran, l'Inde, l'Irak, ont soutenu la Russie contre les provocations terroristes de l'Ukraine en Crimée. Donc il y a quand même un certain nombre de pays qui ont, excuse-moi du terme, des couilles et qui décident de dire merde au délire. L'ONU d'ailleurs, où de nouveau l'Ukraine, les USA et la France ont refusé de voter une résolution contre la glorification du nazisme. Oui, absolument. Ouais. Chacun en déduira ce qu'il a à en déduire. Absolument. Je ne ferai aucun commentaire. Et pendant ce temps-là, le conflit entre Poroshenko et Saakashvili semble s'aggraver. Depuis la démission de ce dernier de son poste de gouverneur d'Odessa, des rumeurs circulent sur le fait que Poroshenko voudrait lancer une procédure judiciaire pour lui retirer sa nationalité ukrainienne et le livrer aux autorités géorgiennes. Saakashvili étant poursuivi en Géorgie, a d'ailleurs un mandat d'arrêt international aux fesses. Donc, les loups sont en train de se bouffer entre eux. Ils sont très copains quand il s'agit de piller un pays, hein, même s'ils ne sont pas de la même nationalité. Peut-être son départ, Saakashvili, géorgien, arrivé pour occuper un poste de gouverneur à proximité de la Transnistrie. Déjà ça, c'est le gouverneur d'Odessa, hein, de l'oblast d'Odessa, c'était déjà très suspect. Hein. Tout à fait. Donc c'est du grand n'importe quoi. Et pendant que l'Ukraine, elle continue sa descente aux enfers, du côté économie de la République populaire de Donetsk, les nouvelles sont plutôt bonnes, puisqu'un nouveau supermarché, un très gros supermarché, a ouvert ses portes. L'enseigne Most a ouvert ses portes sur l'emplacement d'un ancien magasin métro qui avait été détruit à 80% par les bombardements de l'armée ukrainienne. Le bâtiment a été totalement reconstruit, 9000 m² sont déjà exploitables. Le chef de la République populaire de Donetsk, Alexander Zakharchenko, est venu en personne inaugurer ce supermarché qui emploie 260 personnes et a testé lui-même la qualité des produits. Donc il a été le premier client du supermarché. Il a acheté des pommes, donc il a distribué un petit peu à tout le monde. Pour vérifier que c'était des bons produits. Donc, c'est Zakharchenko approved. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de promouvoir des produits bio réels, hein, pas des produits bio Madine. Bon, je ne donnerai pas de marque, mais parce que en France, malheureusement, les supermarchés, c'est pas le domaine de la qualité. Hein. Non. Ici, franchement, les fruits sont très très bons. On a de la bonne qualité de produits. Bon, déjà, la plupart des produits alimentaires viennent maintenant de Russie, donc déjà, t'as pas d'OGM. Oui. Déjà. c'est déjà du très bon point. Hein, voilà. Donc, déjà, on est sûr de pas bouffer ces cochonneries, donc ça, c'est déjà très très bon. Il y a eu une étude comparative du prix des médicaments les plus courants qui a été effectuée entre la République populaire de Donetsk et l'Ukraine.
Cette étude a révélé que 80% des médicaments étaient entre 30 à 75% moins chers en République populaire de Donetsk qu'en Ukraine. Bon, ça en dit long. Hein. On avait déjà comparé les tarifs de l'électricité, du gaz, de l'eau. L'inflation, la corruption, enfin tout ça. Voilà. Voilà. Le résultat est les médicaments, hélas, les médicaments les plus courants, hein, genre anti-inflammatoires, antipyrétiques, antidouleurs, les médicaments un peu calmants comme la valériane, des choses comme ça. Il y en a effectivement, c'est du simple au triple. L'extrait de valériane, entre le prix ici et le prix en Ukraine, c'est plus du simple au double. Ça, c'est des éléments qui peuvent convaincre déjà les gens qui sont dans le Donbass, qui sont dans la bonne direction, d'une part, et puis d'autre part, surtout, de l'autre côté, les Ukrainiens arrosés par la propagande de Kiev, qui finissent à avoir des arguments assez solides pour dire que la propagande, ça va bien 5 minutes, mais les faits sont quand même têtus. Hein. Voilà, hein. Comme je dis toujours, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais elle finit toujours par arriver. C'est ça. La preuve d'ailleurs, c'est que cette année, la République populaire de Donetsk a été visitée par plus d'une cinquantaine de délégations étrangères, aussi bien politiques, humanitaires ou de simples visiteurs, hein, comme notre groupe de Français là, qui était venu en octobre. Ces délégations sont entre autres venues d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie, de la Fédération de Russie, de la République tchèque, d'Allemagne, d'Italie, de Grèce, de Finlande, de France et de Serbie. Donc ce nombre important de délégations étrangères montre l'intérêt de plus en plus marqué pour la République de la part des représentants d'autres pays. Judiciaire, en République populaire de Donetsk, un autre membre de la division misanthropique a été arrêté, portant à 7 le nombre d'agents de ce groupe néo-nazi arrêtés dans la République, et 3, si je me souviens bien, ont été aussi arrêtés en République populaire de Lugansk suite au sabotage dont on avait parlé la semaine dernière, où ils ont tenté de détruire le monument de la victoire, qui a été entièrement retapé par les loups de la nuit, donc il y a une base à Lugansk. Ils ont remis en état le pilier, et donc ça a été un échec total pour les agents de Kiev. Alors, on a 3 pendant ce temps-là à Kiev. Ils sont en forme à Kiev. Ils sont en forme. Donc, les autorités ukrainiennes, dans leur délire paranoïaque, clament qu'elles ont inventé une nouvelle arme qui épouvante la Russie. Oui, rien moins que ça. Nous tremblons d'avance. Voilà, donc ils ont montré des tests d'un nouveau missile d'une portée de plusieurs dizaines de kilomètres avec une précision de quelques dizaines de mètres. Voilà, c'est la nouvelle fierté de Kiev. Bon, quand on voit la précision des missiles balistiques russes Caliber qui ont une portée autrement plus grande que quelques dizaines de kilomètres, on se pose quelques questions sur l'état mental des autorités de Kiev pour croire que leur joujou épouvante qui que ce soit, surtout en Russie. Mais c'est peut-être parce que c'est un numéro spécial de Pif Gadget sur les missiles. Hein, ils ont dû le récupérer dans le dernier magazine. Je pense que ça doit être ça. Et ils ont dû croire ce qui était marqué sur le magazine, hein, sans se rendre compte qu'il y avait des bandes dessinées dedans. Enfin, je suppose que ça doit être ça. Parce que là, franchement, c'est pathétique, consternant pathétique. Je pense qu'il n'y a plus d'autres termes là. Alors Kiev qui continue d'ailleurs dans son hystérie anti-russe en bannissant un film d'action allemand parce qu'il contient un personnage russe qui n'est pas un méchant. Voilà. Donc les autorités ukrainiennes ont interdit de diffusion le film allemand Chiller of Duty produit par Warner Bros en raison de la présence d'un personnage positif faisant partie des services secrets russes. Voilà. Donc, il y a un gentil membre du FSB et en vertu de la législation ukrainienne en vigueur, le film doit désormais être interdit de diffusion dans le pays parce qu'il fait la promotion d'une image positive d'un employé des forces de sécurité russes et ce même s'il s'agit d'une production européenne. Je sais plus si on doit en rire ou en pleurer. Là, franchement... on hésite quand même, parce que, mine de rien, c'est sur un fond de bombardement qui atteint des niveaux absolument catastrophiques. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se positionner par rapport à ça. Mais là, franchement, là, ça devient vraiment pitoyable niveau censure. Là, ils en sont là, quoi. C'est un concours de... De conneries ? Oui. Ça doit être un concours interne dans un hôpital psychiatrique entre les patients pour savoir celui qui a atteint le niveau de... Lequel est le plus fou ? Oui, je crois que ça doit être ça, oui.
ils sont bien lancés. Oui. Et donc juste avant ce site rep, donc j'ai quelqu'un qui m'a envoyé de quoi faire un troisième pendant ce temps-là à Kiev, puisque les délires des autorités de Kiev se communiquent à leurs médias. La télé ukrainienne Télécanal Ukraina clame que l'OSCE certifie avoir vu passer 30 000 soldats russes en uniforme par la frontière séparant la Russie du Donbass via les points de passage contrôlés par l'OSCE. Le tout avec des vidéos bien sûr qui montrent rien, qui ressemblent pas à Ouspienka, avec de la neige épaisse au sol alors qu'ici elle a pas tenu malgré le froid. Bon, donc je sais pas quelle drogue ils fument tous à Kiev, mais il faut vraiment qu'ils arrêtent avant la mort cérébrale complète. C'est peut-être d'avoir planté quelques plantes hallucinogènes du côté de Tchernobyl qui ont peut-être des effets. Oui, je sais pas, mais là, faut vraiment qu'ils arrêtent. Je veux dire, 30 000 soldats russes. Enfin, est-ce que ces débiles se rendent bien compte de ce que c'est? Est-ce qu'ils se rendent bien compte que, 30 000 soldats russes, ça se déplace pas à pied. Oui, c'est bon, ça occupe quand même pas mal de camions. Hein, ça aurait fait quand même une sacrée file à Ouspienka. Je pense qu'on aurait vu. Ah bah là, depuis le ciel, même avec un appareil photo utilisé par soit les Allemands, soit les Américains, soit les Russes durant la Seconde Guerre mondiale, ça serait vu comme le nez au milieu de la figure. Hein. Ah oui, 30 000 soldats, oui, ça se déplace pas comme tu déplaces un quart de voyageurs. Hein, je veux dire, 30 000 soldats, faut quand même bien se rendre compte de ce que c'est en termes de camions rien que pour transporter les hommes. Je parle même pas de la logistique, je parle même pas de leur armement. Enfin, 30 000 hommes. Enfin, est-ce qu'on se rend un peu bien compte c'est n'importe quoi. Après les milliers de chars russes qui auraient franchi la frontière, maintenant c'est les 30 000 soldats en uniforme, hein, et en plus par les points de passage contrôlés par l'OSCE. Hein. Donc l'armée russe, ils sont tellement débiles dans l'esprit de Kiev que ils passent par les points de passage où l'OSCE peut le contrôler. Peut les voir. Là, ça pose c'est des vraiment questions prendre ses auditeurs pour des gogoles finis. Enfin là, bien sûr sans aucune image prouvant quoi que ce soit. Ah bah. On a juste les déclarations d'un gugus américain de l'OSCE en guise de preuve. 30 000 mecs, je pense que les gars de l'OSCE auraient eu le temps de sortir leur GSM et de filmer. Ah oui, puis passer quelques heures, hein, parce que les routes ne sont pas des autoroutes. Enfin, il doit y en avoir peut-être mais en tout cas, c'est pas des routes très très larges où on peut passer à grand volume. Non. La route, même à Ouspienka, qui est le plus gros point de passage entre la Russie et ici, tu peux passer qu'un par un de chaque côté, point barre. Voilà. C'est une deux fois une voie. C'est une deux fois une voie. Donc, le transport de troupes, c'est quand même des très gros camions. Hein. Oui. C'est pas des petits trucs. Ça prend de la place, ça se voit, et puis le temps de passer le point de passage, 30 000 soldats, ça fait un paquet de camions de transport. Hein. Ça fait 3-4 jours de passage sans contrôle strict. Hein. Bon, voilà. on parle pas du fait de... Voilà. Ce qui est du grand n'importe quoi, je suis passé suffisamment de fois par Ouspienka pour savoir que tu pourrais même pas faire rentrer une balle dans un sens ou dans l'autre, je veux dire, faut arrêter les conneries, là c'est n'importe quoi. Donc voilà, là l'Ukraine continue dans les conneries. C'est pour justifier l'escalade militaire, les bombardements outranciers. Mais c'est pas crédible parce qu'il n'y a pas de photos. Hein, c'est même pas crédible tout court. Je veux dire, 30 000 soldats. Est-ce qu'on se rend un petit peu compte de ce que c'est? C'est n'importe quoi. C'est juste monstrueux. C'est quelque chose qui devrait laisser des traces partout. Les gens, aussi bien en Russie que l'OSCE au point de passage, ou de notre côté, tu devrais trouver des tonnes de photos, de vidéos prises sur les routes avec le défilé de camions de transport. Je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, là, on a atteint les sommets du débilisme et du ridicule complet. Ouais. Mais c'est la 4e dimension. Je pense que ça doit être ça, en fait. C'est la 4e dimension. Ouais, je pense que ça doit être ça. Il y a un conflit entre les dimensions réelles que nous vivons, nous tous, à chaque instant. Voilà. Et puis ces Ukrainiens qui voient 30 000 soldats, probablement, dans une autre dimension.
Voilà. Donc bon, Je pense que là, c'est... ça en dit long. Ils sont complètement aux abois. Ils en sont inventés des conneries de cet acabit pour essayer de justifier leurs attaques. Ils ont essayé de coller sur l'armée de la RPD la responsabilité du bombardement d'une zone de Marinka, sauf que les habitants ont bien dit clairement que c'était l'armée ukrainienne qui leur avait tiré dessus. Enfin bon. Ouais. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Là, ils sont partis dans une fuite en avant totalement suicidaire. Ouais. Là, je vois pas ce qui va pouvoir les arrêter. Ouais. Là, malheureusement, jusqu'à l'investiture de Trump, je pense que ça va aller crescendo jusqu'au moment où ça va clasher. ça va clasher, ça va exploser et ça va leur revenir dans la gueule comme un boomerang. Et je pense que le fait que internationalement, on voit de plus en plus, donc comme ce général finlandais, des gens plaider pour une scission de l'Ukraine. Il semble qu'il y ait des accords plus ou moins tacites entre Trump et Poutine. Je pense à la fois sur le dossier syrien et sur le dossier ukrainien. Je pense que le fait que certaines voix commencent à se faire entendre pour une scission de l'Ukraine doit refléter quelque part, à mon avis, la teneur de ces accords. Ouais, parce que il est fort possible qu'on se dirige vers des espèces d'accords de Dayton, mais pour l'Ukraine, où on va, comme pour la Yougoslavie, dépecer le pays purement et simplement. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout le programme attendu et accepté par Obama. Qui bien évidemment sait que il va pouvoir continuer de diriger les affaires jusqu'au 20 janvier prochain. Voilà. Et que on est suspendu au comportement d'un type qui a quand même promis à Donald Trump, donc son successeur, de l'aider par tous les moyens possibles pour que la succession se passe le mieux possible. Ouais, c'est ça. Puis il est allé voir Merkel pour dire qu'il faut prolonger les sanctions anti-russes. C'est ça. C'est-à-dire dire le contraire strict de ce qu'on fait. C'est vraiment de la perversion à ce niveau-là. Hein. Complet. Donc là, c'est vrai que jusqu'au 20 janvier, ça va être la période de tous les dangers, ici comme en Syrie. Ouais. Oui, il faut s'attendre. Là, Kiev est dans l'incertitude parce que d'un côté il y a Obama qui pousse pour mettre de l'huile sur le feu, mais de l'autre côté ils voient ils ont peur aussi des conséquences une fois que Trump sera investi. Tout a l'air de s'effondrer complètement, de partir en morceaux. Je pense que et ça peut déraper très vite. Ça peut déraper. C'est vraiment la période de tous les dangers. On va avoir là 2 mois. À haut risque. À très haut risque. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre, mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ça parte en dérapage complètement incontrôlé, en tout cas ici. Ouais. Clairement, je pense que ça rentre pas entre autres dans les plans de tous ces ultranationalistes ou nazis ukrainiens de laisser partir une partie du pays. Hein. C'est clair. Peut-être la période la plus risquée, ce sera entre le 19 décembre et le 20 janvier, puisque le 19 décembre, il semblerait, c'est ça, il semblerait que Hillary Clinton et Obama, qui fait quand même partie du même parti politique, hein, espèrent que une partie des grands électeurs finissent par voter Hillary Clinton. Par le fait que en nombre de voix finalement Hillary Clinton serait devant Trump. Enfin là je pense que s'ils font ça, je pense qu'ils se terminent avec une guerre civile aux USA. Hein. Oui, parce que les chiffres sont trompeurs, surtout parce que les élections ont été organisées par le Parti démocrate, hein, qui est quand même au pouvoir. Et puis... Il y a eu des magouilles avec les machines à voter, il y a eu Donc là, je pense que s'ils font un sketch pareil, les manifestations anti-Trump financées par Soros, ça aura l'air d'un pipi de chat comparé à ce qu'ils vont se bouffer. Ça risque, oui. Ils risquent d'ailleurs, eux, de rentrer très très vite chez eux devant l'avalanche de gens très motivés et lourdement armés qui auront décidé de remettre... je dirais la Constitution américaine au devant de la scène d'une manière un peu virile, je dirais. Voilà.
Donc je pense qu'effectivement là jusqu'au 20 janvier ça va être il y avait un film qui s'appelait La somme de toutes les peurs, je pense que ça va être les 2 mois de toutes les peurs là. Ouais, Je pense que exactement. je pense que là va falloir être attentif, ça peut déraper très très brutalement et donc là va falloir surveiller la situation de très très près. Bon, bien entendu si ça dégénérait et que une contre-offensive était lancée, nous ferons bien entendu un site rep exceptionnel à cette occasion. Mais donc, j'encourage vraiment nos auditeurs à suivre notre site Denis Press en français, le site Denis News en anglais, sur lequel voilà, nous publions tous les jours des nouvelles de ce qui se passe ici. Parce que, comme on discutait la dernière fois, c'est pas parce que ça se passe à 3000 km que cela ne vous concerne pas. Oui. Bien au contraire, ce qui se passe ici aura un impact sur vous. On le voit avec ce qui se passe en Biélorussie, hein, qui est en train de souffrir de ce trafic d'armes qui est lié à la déliquescence complète de l'État ukrainien. Pour l'instant, ça s'étend aux États voisins, mais il y a bien un moment où ça va s'étendre beaucoup plus. Surtout que le Conseil de l'Europe s'est prononcé pour le régime sans visa pour les Ukrainiens. Donc je vous laisse imaginer quand les gars de Pravi Sector et toute cette clique-là vont se ramener librement en Europe. Avec toutes les armes qu'ils ont obtenues sur le front du Donbass, puisqu'ils sont armés ici. Donc, on parle même pas des néo-nazis ou des anciens nazis baltes qui festoient à toute occasion au nez et à la barbe de l'Europe. Oui, tout le monde s'en fout. Ils nous font des défilés aux torches, hein, on glorifie des SS. Bon, c'est dans la lignée de cette résolution de l'ONU qui a été refusée, entre autres par la France, contre la glorification du nazisme. Hein. Bon, je pense qu'à un moment, il y a des gens qui vont devoir quand même rendre des comptes sur les décisions et les votes qu'ils ont pris au nom de la France et au nom d'un certain nombre de pays européens. Oui, absolument. C'est pas juste des erreurs d'appréciation, c'est des actes, hein, qui ont des conséquences catastrophiques, et en particulier des vies humaines, des vies brisées, partout où les conséquences de cette politique se font sentir. Hein. Le Donbass et la Syrie en font, en font partie en étant les principaux terrains sur lesquels ces dérives, ces folies se produisent sans retenue. C'est très 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 inquiétant. Hein, et tout ça se fait avec les impôts des Européens, des Français, des Belges, des Suisses. Voilà, on finance tout ce merdier. Faut quand même que les gens sachent où partent leurs impôts. Ça serait peut-être bien que les gens se décident à réagir au lieu de laisser l'argent qu'ils ont acquis en travaillant partir pour financer ce genre d'horreur. Je rappelle aux gens que, contrairement à ce que vous pensez, vous avez un pouvoir, vous avez une force. Si vous vous unissez pour vraiment faire pression sur le gouvernement français pour faire cesser ce soutien au gouvernement nazi de Kiev. Absolument. Voilà. C'est une question morale. Hein, c'est une question de responsabilité en tant qu'être humain de ne pas laisser des choses pareilles se poursuivre. C'est ça. Faute d'avoir tenté de les arrêter au début, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine, Tom. À la semaine prochaine, Christelle. Je te remercie encore de ta disponibilité, de ta sollicitude, de nous avoir offert cette analyse du terrain en vidéo. Et comme d'habitude, hein, je dirais, malheureusement, les habitudes ne sont pas très très bonnes de ce point de vue. Parce qu'il y a toujours des surprises, malheureusement, quand ça persiste. C'est quand même de rester prudente, de faire très attention, puisque le Donbass, c'est un des deux terrains d'opération qui représente un risque de dérapage extrêmement grave dans les prochaines semaines. Voilà. Ouais. Pas de soucis, je fais attention comme toujours, Tom. Super. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci Christelle. Au revoir. De rien. Ciao.